Stéphane, comment ça va? Tu vas bien? Bien, très bien, entrez. Allez, parfait alors, merci. Waouh! Hello à tous les deux, comment ça va? Ça va très bien, bonjour Christophe. Salut. Est-ce qu'on peut commencer justement par se présenter, que tu nous racontes peut-être un petit peu ton histoire, ton parcours, donner ton prénom, ton nom, nous raconter tout ça, pourquoi on est dans un si joli environnement aujourd'hui avec plein de flippers autour de nous. D'accord. Moi je m'appelle Stéphane, mon épouse Johanna, nous sommes les créateurs de la société High Voltage Pinball ici dans la région de Charleroi. Moi je suis grand passionné de flipper depuis toujours. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui était exploitant, donc d'avoir eu l'occasion de pouvoir toucher du flipper très très jeune dans ma vie. Ça présente plusieurs étapes, l'étape de l'enfance, l'adolescence, la chute du marché fin des années 90, Ouais. et ensuite le manque, le grand manque début des années 2000, le rachat d'un paquet de machines dans le but de bricoler, de restaurer, de retrouver un petit peu l'âge d'or, Tout à fait. mon âge d'or en tout cas. Et ensuite, c'est une passion qui est devenue tout à fait dévorante et qui a débouché sur une activité commerciale. C'était un peu une façon de faire muter la passion où on commençait un petit peu à tourner en rond dans le garage. Tout à fait. Donc, voilà. Et comme tu le dis, effectivement, ici, c'est vraiment de la passion qu'est née l'activité Tout à commerciale. fait. Est-ce que tu peux nous raconter ce que toi tu ressentais en tant que plus jeune, en fait, justement, par rapport au flipper, à l'arcade peut-être, cette ambiance C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été plus un enfant du flipper, je veux dire, que de l'arcade. l'arcade. Bon, comme tout le monde, j'ai écumé tous les jeux possibles et imaginables en arcade, évidemment. Je ne suis pas passé à côté de cette hype à l'époque. Mais j'ai toujours été beaucoup plus excité par le design du flipper, cette grosse machine à quatre pattes comme ça, avec un fronton, de la lumière, du bruit, ce qu'on ne retrouvait pas vraiment dans l'arcade, qui était juste un écran, plus aseptisé quelque part, Clairement. surtout au niveau des décos. On n'a pas tous eu la chance d'avoir des bornes dédiées chez nous. Non. Non. Ça, c'était très sympa quand même, petite parenthèse. Et puis voilà, donc moi j'ai toujours été très excité par le flipper, la bille, voilà, cette technique, toute cette inventivité, cette ingénierie derrière tout ça. C'est quelque chose qui m'a vraiment passionné. Et voilà. Et quel a été ton premier flipper? Tu t'en souviens de ça? Ta première expérience de flipper? Alors, mes tout premiers, les plus vieux souvenirs de flipper, on va parler de flipper Zaccaria, notamment, Shooting the Rapids, Locomotion, puis chez Bally et Williams, Flash Gordon. J'aurais aimé Queen aussi, donc voilà, enfant, le flipper Flash Gordon, la musique de Queen, je pense que la boucle était bouclée. Clairement. Ça, c'est vraiment mes plus vieux souvenirs de flipper. Je pourrais en citer, j'ai pas vraiment de flipper préféré. Non. Je suis vraiment un amateur du type de jeu, en fait. Okay. Ce type de jeu, j'ai pas vraiment de thème que je préfère à d'autres, contrairement à beaucoup de gens à l'heure actuelle qui choisissent d'abord un thème avant de choisir un jeu. Oui. C'est mon cas, malheureusement. Je suis navré. C'est normal. Est-ce que du coup, je suis pas un vrai fan de flipper? C'est pas cet élément-là qui va faire un vrai fan de flipper. Ouais. Je pense que c'est inhérent à l'époque. Les gens à l'heure actuelle ont besoin d'être rassurés avec une licence, avec quelque chose qui va leur plaire sur le long terme. C'est aussi une question de débit. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait 8 à 10 modèles par an, pratiquement. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous... tu as parlé tout à l'heure de l'histoire un peu du flipper très rapidement. Je voudrais vraiment entrer dans les détails avec toi parce que je pense que ça peut vraiment passionner les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Et surtout que ce soit mêlé avec ton vécu à toi, en fait, parce que tu as vécu quelque chose en fait, qui est vraiment particulier. Quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, voilà, moi je suis né en 77. De ce que j'ai personnellement toujours connu, le flipper a toujours été une machine d'exploitation. Clairement. C'est tout à fait anecdotique qu'un particulier achète un flipper neuf. Il y avait énormément de débit. C'était des machines qui
lorsqu'elle n'était plus rentable, était soit détruite. Alors là, je vais en tuer plus d'un. Détruite. Mon petit cœur de geek, en fait, Sam, tu vois, vraiment. Mais ça s'est passé aussi pour les bandes d'arcade, entre Oui, parenthèses. complètement. C'est-à-dire que c'était du consommable. Pour un exploitant, une machine qui n'est pas rentable, elle n'a plus sa place. Une machine qui n'a pas sa place, soit elle est vendue, soit elle est détruite. C'était un petit peu le topo de l'époque. Bon, après, il y a quand même pas mal d'exploitants qui se sont rendus compte que bon, ben, si on les stockait, hein, pour ceux qui avaient la chance d'avoir beaucoup de place, ben, à l'heure actuelle, ça peut être un beau petit jackpot quand même. Hein. Clairement. Parce que le nœud du problème, à l'époque, c'était vraiment le manque d'espace, en fait. Mais complètement, hein, c'est-à-dire qu'entre la demande permanente de nouveaux modèles, les espaces de stockage limités et le nombre de sorties à l'année, eh bien, je pense que l'exploitant qui se respecte et qui aimait vraiment son travail, eh bien, à un moment ou à un autre, se retrouvait saturé d'appareils. Donc, c'était vraiment une fatalité. Je pense que beaucoup de personnes ont déjà eu l'occasion, à une certaine époque, de trouver des bornes d'arcade sur un trottoir ou dans une déchetterie. C'était pas rare. C'était pas rare. Tout le monde se débarrassait de ces gros machins qui prennent la poussière, qui étaient en panne depuis des années, que personne ne savait réparer. Clairement. L'Internet a beaucoup changé les choses parce qu'effectivement, l'Internet, c'est un réseau, donc ça crée du lien entre les différentes personnes. Donc effectivement, il y a un partage de passion, hein. On en parlait, on y reviendra sans doute souvent en parlant de passion, d'autant plus en ce qui vous concerne, hein. C'est vraiment toute l'activité basée autour de la passion, ce qui fait vraiment de High Voltage Pinball en fait une chouette activité. Et l'Internet a aussi changé les choses au niveau de eBay et tout ce qui est site e-commerce parce que c'était quand même pas évident à un moment donné de se dire je vais donner plusieurs milliers d'euros peut-être pour un flipper que je n'ai pas encore reçu et donc avoir un tiers de confiance comme PayPal ou autre, ça a changé aussi la donne, j'imagine, quoi. Ça a changé la donne. Maintenant, on est quand même encore dans un marché, j'ai envie de dire, de proximité. Oui, bien sûr. Où on est dans le physique. Internet nous a permis de réaliser qu'on n'était pas seul, comme je le disais tout à l'heure. Moi, c'est vraiment l'élément qui m'a fait rebondir dans le flipper. Comme je disais tout à l'heure, fin des années 90, chute du marché, vente, destruction de machines, manque en 2000, 2001, 2002, début d'Internet, où je me suis retrouvé à avoir besoin de pièces pour le seul flipper que j'avais toujours gardé, Twilight Zone. Qui n'est pas n'importe quel flipper. Hein. Qui n'est pas n'importe quel flipper, ouais, voilà. Pour le rappeler, aujourd'hui, il fait partie du top 5, clairement, en fait, des flippers les plus recherchés, quoi. C'est ça. Après, voilà, tout est relatif, mais pour moi, ça reste un des grands hits. C'est indéniable, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Tout à fait. Donc, je me suis retrouvé à avoir besoin de quelques pièces, hein, et ces quelques pièces m'ont amené à faire une recherche Google, bêtement, et de tomber sur une galaxie entière de sites américains. À l'époque, on n'avait rien en Europe. Un ou deux forums francophones, français, FlipJook notamment, où on s'est rendu compte que voilà, il y avait du monde, quoi. Elles n'avaient pas toutes fini à la déchetterie, ces machines, au final. Elles s'étaient retrouvées chez des particuliers passionnés qui les bichonnaient, qui s'échangeaient des tips, des pièces, etc. Et donc, je me suis dit, s'ils le font, pourquoi pas moi? Tout à fait. Et c'est parti comme ça. Cool. Et donc, effectivement, tu le disais, les machines étaient utilisées par des exploitants, quelque part comme outil pour gagner leur vie, ce qui est normal et logique à l'époque. Et puis, ces machines sont devenues des machines de passionnés, comme tu l'expliquais. Et le fait d'avoir cette interconnexion grâce au web, grâce à l'Internet, fait qu'à un moment donné, tu t'es rendu compte qu'effectivement, tu n'étais pas seul dans l'univers. C'est ça. Un peu plus seul peut-être en Europe à l'époque, en fait. C'était les Américains plutôt qui étaient sur le coup, d'après ce que tu disais. Commercialement parlant, oui, au niveau pièces, tout ça. C'est-à-dire que le flipper, ça reste un loisir populaire américain. Tout à fait. C'est vraiment de la pop culture américaine. Clairement. Ça, on est en plein dedans. Donc, eux, je pense, déjà, avaient toujours accès à des stocks, des new whole stock pièces. On utilise le terme aussi dans le flipper. Mais pas seulement du NOS. Ces gens reproduisaient encore un tas de pièces, ne fût-ce que des caoutchoucs, les billes avec le bon alliage, la bonne taille, etc. Là, je suis sur des trucs complètement basiques, hein, des billes, des caoutchoucs, mais après, il y a un tas de pièces spécifiques à différents flippers qui ont été reproduites avec des moules, des gens qui ont retrouvé des moules, ne fût-ce que pour des rampes en plastique, des choses comme ça. Donc, c'est un marché qui
je pense, a toujours quand même perduré aux États-Unis. Oui. Les Européens sont devenus, entre guillemets, collectionneurs, un peu brocanteurs à une époque, puisque bon, c'est là qu'on les trouvait. Hein. On faisait le tour, moi je me souviens d'époques où on faisait le tour de tous les exploitants pour voir qui avait encore quoi et si c'était vendable, quoi. Clairement. Donc c'est comme ça que moi j'ai racheté mes premiers flippers, puis eBay. Ouais. Comme tu l'as cité tout à l'heure, eBay a vraiment changé la donne. J'imagine bien. Et du coup, effectivement, comme tu le dis, aujourd'hui, c'est l'un de tes métiers, mais aussi tu es collectionneur de flippers, en fait. Oui, aussi. Enfin, c'est la base, quoi. C'est la base, voilà. Tout s'est construit là-dessus, quoi. Voilà, tout s'est vraiment construit là-dessus. La convivialité, bricoler entre potes. Chez nous, c'était très simple. Le samedi, c'était le samedi flipper. Cool. Et puis, on se réunissait à 2, 3, 4 potes, voire plus, qui avaient l'ambition de mettre les mains dedans, en fait, tout simplement, et de comprendre, d'apprendre et de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir manipuler ces machines soi-même, tout simplement. Et de ne pas être le bec dans l'eau dès qu'on a un problème. Et on a passé très, très nombreuses années comme ça, tous les samedis, à démonter des flippers, à restaurer, à faire du grand nettoyage, à se documenter aussi, à améliorer nos techniques. Et ça a duré comme ça pendant plus de 10 ans. Quoi. Clairement. Parce qu'il y a quand même une énorme différence entre une personne qui sait ce qu'elle fait dans le domaine du flipper et une personne qui bricole et qui, à la limite, en fait, va faire, comme on le dit dans le domaine de la voiture, d'une voiture une merguez, c'est pareil en fait pour le flipper. On pourrait avoir ce genre de choses. J'imagine que tu as déjà vu des flippers dans des états où tu te dis mais pourquoi on a fait ça, quoi. J'ai eu des belles surprises, notamment des fusibles. Directement branchés, limite un clou à la place du fusible. J'ai jamais vu un clou, hein, mais j'ai déjà vu pas mal de trucs qui n'étaient pas piqués des verres. Enfin, voilà, je pense que les gens essayent de se débrouiller un petit peu avec des bouts de ficelle où on n'a pas tous les connaissances, donc moi je suis très tolérant par rapport à ça, j'ai pas de problème, chacun fait en fonction de ses moyens financiers et en fonction de ses connaissances aussi, donc voilà, je pense qu'il faut être très tolérant par rapport à ça. Après, moi je suis dans la pédagogie, donc toute personne qui est déterminée à apprendre quelque chose, on sait ce qu'on fait avec nos clients aussi. La moindre personne qui a ne fût-ce qu'un switch qui ne fonctionne pas, on fait un FaceTime, on essaie de trouver des solutions, on éduque. Au moment des livraisons, on explique, on donne beaucoup d'explications, des petites astuces, comment faire ceci, comment ne pas faire cela. Exactement. J'en atteste complètement parce qu'à un moment donné, moi j'ai la chance d'avoir pu faire l'acquisition chez moi d'un Stranger Things au travers de High Voltage Pinball. Et effectivement, à un moment donné, il y avait une bille qui se coinçait quelque part. Je t'ai envoyé la photo et en 2-2, tu m'as dit il faut que tu appuies là, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Et effectivement, ça a fonctionné sans aucun problème. Et du coup, ça donne aussi un petit peu de... ça met en confiance. Hein. Voilà, ça met en confiance. Après, il faut pas aller trop loin quand on est en confiance. Non, mais voilà, je pense que c'est... Les gens à l'heure actuelle n'ont pas de problème à acheter du flipper, mais c'est quand même toujours plaisant de se sentir soutenu, de se sentir encadré en cas de problème. Après, voilà, si sur un FaceTime ou quelques explications, photos, etc., on n'arrive pas à dépatouiller le problème, on se déplace. Tout à fait. Il y a un problème. Mais je fais souvent la parallèle avec l'automobile, le monde de l'automobile. Quand on passe son permis de conduire, quand on achète une voiture, on est censé savoir changer une roue. Ouais. Eh bien, quand on achète un flipper, on est censé savoir enlever la vitre. C'est la base, enlever la vitre. Après, tout à fait. Il y a tout un tas de petites interventions qui sont à faire. Quand on a une voiture, on l'entretient, on la lave à l'intérieur, on la lave à l'extérieur. Bien sûr. Un flipper, c'est la même chose. Tous les X kilomètres, on va laver la voiture. Le flipper, tous les X parties, on va lui donner un petit coup de frais. Clairement. Tu sais, dans les vidéos, on parle souvent d'expérience client. Et ça, c'est sûr et certain que l'expérience client, elle est au centre même de votre activité, en fait. Oui. C'est ce que moi, en tant que client, personnellement, et en tant que client pour Underside aussi, qui a aussi fait l'acquisition d'un flipper chez High Voltage Pinball, c'est ça qu'on a vu. C'est la disponibilité, c'est, comme tu dis, en fait, le fait de vouloir partager, d'être pédagogique. Et en ça, en tant que client, on ne se sent pas, tu vois, agressé tout de suite en disant non, mais je vais te facturer 1 heure, j'arrive tout de suite, machin, etc. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, bien que je trouve normal, en fait, qu'à un moment donné, il faille facturer 1 heure. Mais effectivement, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Est-ce que toi, c'est comme ça que tu vois l'expérience client? Comment tu la définirais chez High Voltage Pinball?
C'est-à-dire que moi, je fais les choses déjà par passion Oui. et comme si c'était pour moi. Mhm. Donc, c'est-à-dire, je l'ai encore dit à un client que j'ai livré il y a quelques jours. Si voilà, moi, quand je fais une livraison, je livre comme si je me livrais moi-même, en fait. À fond. Donc, je fais les choses comme j'aimerais qu'elles soient faites. Exactement. Simplement. Donc, des explications, être à l'écoute du client aussi. Est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui t'inquiètent? Voilà, des réglages. On fait les réglages de la machine ensemble. Si est-ce que tu es un joueur très expérimenté ou un noob total, Bien sûr. on va faire des petits réglages en conséquence. Voilà, c'est un petit peu Tout à fait. faire les choses avec passion et légèreté. C'est naturel en fait. J'ai presque même du mal à en parler parce que c'est tellement naturel Bien que sûr. voilà, il faut que je réfléchisse pour parler alors que je ne Clairement. peux pas réfléchir pour le faire. Non, non, mais c'est tout à fait logique. Et c'est vrai qu'en fait, cette proximité avec vos services, elle se crée directement parce que vous êtes des gens passionnés, effectivement, et du coup, il y a une proximité qui se crée directement. Si on est un peu geek, gamer, qu'on aime la pop culture, en fait, d'office, cette proximité va se créer. Et c'est ce qui s'est passé avec Underside, entre autres. Aujourd'hui, tu pourrais nous raconter un petit peu ce que tu fais, quelle est donc l'activité, quels sont les services et les produits en fait que tu Alors, délivres. l'activité, elle est sur plusieurs tableaux, toujours autour du flipper, pour l'instant, toujours autour du flipper et du jeu d'amusement. Alors, Mais tu dis pour l'instant, quelque part, on peut teaser un petit voilà, peu. on Il se a, pourrait qu'à un voilà, il se moment pourrait donné, on fasse qu'il y d'autres ait choses, c'est ça? d'autres petites machines qui pop comme ça, on ne sait pas trop encore. Non, mais voilà, la passion, elle est sur le flipper, mais pas seulement. Elle est sur le jeu d'amusement, sur le divertissement à la maison, la mise en place de game room, le conseil aux clients sur l'aménagement d'un espace détente, d'un espace gaming, principalement le flipper. Puis ben, on fait un petit peu de jeux d'amusement, du air hockey, des choses comme ça. Table Pong aussi, où là, ben, malheureusement on n'en a pas ici, mais bon, c'est du matériel qui devrait arriver. Table Pong en plusieurs versions, je trouve vraiment très très sympa. Superbe objet, super geek, hein, À vraiment fond, ça, y a pas, je pense qu'il n'y a pas d'autre terme. à fond. Mais bon, je dirais qu'à l'heure actuelle, on a tellement de demandes dans le flipper que c'est un petit peu difficile de se couper en quatre Bien sûr, pour d'autres types de machines. bien Ça entendu. nécessite des véhicules adaptés aussi, parce qu'un flipper, ça se transporte en chandelle dans le carton, donc avec une camionnette, on a assez. Idéalement, pour d'autres types d'appareils, air hockey et compagnie, c'est un petit peu plus compliqué à transporter. Et on fait pas mal de locations aussi. On a monté un petit parc locatif avec Jonas. C'était notre objectif à la base. C'est un peu notre façon d'apporter le flipper à la maison de façon démocratique. Oui. Tout le monde n'a pas entre 8 et 12 000 euros à mettre, à banquer dans un flipper, dans une machine immobilisée de la trésorerie. Tout le monde n'est pas capable de le faire. C'est tout à fait normal à l'heure actuelle. Donc la location, ça peut être une bonne solution. Donc c'est quelque chose qu'on a décidé dès le départ. Et ça marche plutôt pas mal puisque on a une bonne vingtaine de flippers dans le parc. Tout est loué en permanence. J'ai des modèles pour lesquels j'ai des listes d'attente dépassant les 3 à 6 mois. Tout à fait. On loue dans plusieurs environnements, que ce soit pour le particulier, pour le professionnel qui veut un espace détente. Vraiment, c'est assez varié. On essaie d'éviter l'événementiel pour des locations d'un week-end, pour des raisons de coût en fait, hein, des raisons de rentabilité, de manutention. Puis c'est assez compliqué. Hein, donc, il est logique que si c'est pour un instant donné, avec le transport, avec le fait que toi, à un moment donné, tu dois quand même aussi faire réviser les machines, etc., que forcément ce soit beaucoup plus élevé en termes de prix que si c'était une location mensuelle, bien entendu, c'est normal. Quoi. Donc voilà, en termes de location, on fait de la location au minimum par mois. Oui. Exceptionnellement, on fait un petit peu moins pour les périodes de fête, ce genre de choses. Donc 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, avec des changements prévus tous les 4 mois pour les locations à long terme. Ça, c'est terrible. Comment tu expliques qu'il y ait du retard du côté des flippers, en fait? Mais je pense que c'est le même problème que dans tous les domaines. C'est la disponibilité de matières premières qui est un petit peu compliquée ces derniers temps.
les normes Covid dans les usines, je pense, ont quand même considérablement ralenti le rythme aussi, puisque bon, si tu as une ligne de production avec, où tu as 20 personnes sur cette ligne, et que Logique. de par le fait de devoir distancier ces gens, ben, tu n'en as plus que 15, Clairement. et ça ralentit le process. Tout à fait. C'est inévitable. Donc je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Maintenant, nous, on est en bout de ligne, donc ben, on subit ce genre de choses. Bien donc, sûr. Dès qu'on a l'occasion d'acheter de nouvelles machines pour le parc, eh bien, on le fait. On prend même des doublons. Ouais. Tellement on a de la demande sur certains modèles. Mais voilà, c'est inhérent à l'époque. Bien on entendu. ne peut rien faire d'autre Bien que sûr. être patient et attendre que ça passe. Bien entendu. Simplement. Mais pour en revenir un petit peu à l'activité, donc achat, vente, location. Oui. Et on fait de la remise en conformité, de l'entretien de machines. Si par exemple, ben voilà, tu achètes un flipper chez nous et qu'à côté tu as un flipper plus ancien que tu veux rafraîchir, remettre en conformité, eh bien c'est possible. Ça on le fait. On fait un petit devis et en fonction du budget que le client veut allouer à la remise en conformité, la remise en condition de sa machine, on le fait. Je ne fais pas de restauration profonde. Parce que je me connais, je vais aller beaucoup trop loin. Voilà, tu ne t'arrêterais pas. Ne pas le faire. Mais malgré tout, si par exemple le côté, les dessins du côté, les side art, en fait, je pense qu'on appelle ça, sont abîmés, c'est des choses que tu proposes quand même, tu proposes tu vas jusque-là, ou alors c'est vraiment la partie mécanique non, en fait. je ne propose pas de la restauration esthétique parce que c'est vraiment chronophage. Oui, j'imagine bien. Chronophage, justement ici, c'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années pour mes flippers. Bien sûr. Et c'est de par cette expérience-là où ben, je sais ce que c'est qu'un bon niveau de finition, je sais la préparation que ça implique pour que tu puisses avoir un décalcette qui soit correctement posé, qui tienne dans le temps aussi. Beaucoup de gens pensent que c'est un coup de ponçage et on colle le machin. J'imagine que non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non. Si on veut quelque chose de bien, ben, il faut prendre le temps de le faire. Ça représente plusieurs jours de préparation entre ponçage, mastic, peinture, vernis, etc. C'est quelque chose. Donc, je préfère ne pas le faire parce que je m'impose un standard et je sais que ce standard n'est pas rentable si on le fait professionnellement. Je comprends. Donc, je préfère ne pas le faire. Donc, je reste exclusivement sur de la remise en conformité mécanique, esthétique dans la mesure du possible, mais principalement esthétique. Le but, c'est vraiment que le jeu tourne comme il se doit. Clairement. Oui, et puis et qu'il soit fiable. Un flipper dans son jus, mais qui fonctionne très bien, c'est l'idéal dans certains environnements. C'est ça. C'est-à-dire que autant tu as des personnes qui voudront une machine comme c'est sorti de carton. Bien sûr. Autant tu as des personnes qui vont apprécier les stigmates de la vie d'exploitation de cette machine. Il y a toute une histoire, quoi. Voilà, qui ont une histoire et qui voudront avoir une machine qui tourne comme il faut, avec des mécanismes en ordre, tout remis conformément, mais avec quelques stigmates, quoi. Clairement. Donc, si une entreprise, pour résumer, bon, bah, évidemment, il y a tout l'aspect particulier. Maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui nous suivent. Si je suis une entreprise et que je me dis, ben, j'ai un espace à allouer, en fait, pour pouvoir avoir ce type de jeu, ce type d'activité, donc ils peuvent arriver chez toi en disant, bah, regarde, viens voir, j'ai X mètres carrés, qu'est-ce que tu pourrais y mettre, comment tu pourrais l'aménager. Ça, c'est le genre de choses que vous faites. On peut suggérer des choses. Ça dépend un petit peu quelle est l'ambition. Si c'est vraiment un espace détente, un espace de cohésion sociale, voilà. Ça peut être très intéressant de mettre un kicker, bêtement, bien sûr. De mettre un flipper. Enfin voilà, il y a plusieurs types d'appareils qui peuvent convenir dans un espace détente, dans une entreprise. Ça force la cohésion d'équipe dans une époque où le télétravail fait un peu la loi, malheureusement. On se voit moins et quand on se voit, quelque part, on a envie de se taper dans le dos, de rigoler un coup, ne plus qu'une demi-heure, quoi. Clairement. Donc oui, on peut prodiguer des conseils d'aménagement d'espace comme ça. Certaines entreprises mettent plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros dans des team building et ce genre de choses. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué quand tu es venu installer nos flippers chez Underside. C'est vraiment le fait que ça fédère les gens.
plus que la PlayStation qui est installée sur le grand écran. Donc, tu as vraiment cet aspect bon enfant, challenge, etc. En plus, toi, tu nous avais mis un score qu'il fallait combattre. Donc, quand tu étais venu installer les flippers, mais effectivement, il y a cette volonté de se surpasser qui est là aussi. Hein. C'est quand même gai de voir ces gens en fait vouloir se dépasser, peu importe pourquoi. Hein. Ça crée une mécanique Oui, c'est ça. vraiment sympa. Challenge. Voilà, c'est du challenge. Et puis aussi, finalement, tu te rends compte que certes, il y a un joueur qui est en train de jouer sur le flipper, mais tu en as 3 autour qui sont en train de parler avec lui. Ils passent des bons moments. Parfois, ils restent peut-être un peu plus tard. Parfois, c'est sur le temps de midi, peu importe à quel moment. Mais ça crée vraiment une ambiance particulière qui fait que ça resserre les liens d'une équipe. Et chez nous, j'entends régulièrement, et je t'assure, c'est pas parce qu'on est en vidéo, mais encore hier, j'entendais notre sales manager Olivier crier comme ça à l'un des project managers et Thomas, t'oublies pas notre partie de flipper, on va taper du score ce midi, etc., etc. Donc il y a vraiment, mais c'est trop cool parce que ça crée vraiment cette ambiance qui, comme tu le dis, aujourd'hui, on a du télétravail. Le télétravail, c'est certainement bien pour une partie du temps qu'on passe en entreprise. Un cinquième, 2/5, mais le reste, on est des êtres humains, on a besoin de cette cohésion en fait. On a besoin de cette interaction sociale. Et ça, c'est un outil à l'interaction sociale. C'est un point central pour créer un moment de rencontre dans l'entreprise, comme une tasse de café. Et ça, c'est certain, c'est vraiment terrible en fait. Je pense qu'il faut vraiment mettre le focus dessus. Pour les entreprises, c'est créer de la cohésion sociale. Oui, tout à fait. Mais comme je le disais tout à l'heure, le marché est principalement chez les particuliers, mais de plus en plus d'entreprises, de par l'époque aussi, investissent dans des espaces détente. On est tout à fait ouvert à ça. On en a déjà fait quelques-uns. Oui. Amener une machine à un groupe de personnes qui vont vraiment, limite, se taquiner un petit peu avec ça aussi. Hey, je t'ai pourri le score, allez, viens, on fait une partie, et c'est toi qui payes les sandwichs si tu perds. Et tu vois, je veux dire, c'est quelque chose qui est tellement sympa que moi, j'adore ça. C'est vraiment ce qui me plaît. C'est de voir des gens heureux autour d'un flipper qui vont se taquiner, comme elle est déjà tapé des fous rires autour d'un flip avec une tension où le copain il est en train d'essayer de réaliser presque la finale du jeu et au dernier tir il se vautre en beauté. Voilà, un classique. On s'écroule quoi, voilà. Bon, se vautrer comme ça, moi, ça m'arrive sur chaque bille, en fait, tu vois. Donc, c'est un peu la problématique, mais voilà. Super, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir décrit toute cette activité et évidemment, tous ces services. Passons maintenant un petit peu à la thématique, si tu le veux bien. Alors, je vais le faire avec toi en te posant quelques petites questions autour de la communication et des réseaux sociaux, etc. Alors, Stéphane nous a expliqué un petit peu tout le parcours entrepreneurial autour de la passion, hein, c'est vraiment ça, qui a mené à High Voltage Pinball. Et puis, toi, évidemment, tu fais toute la partie, je pense que tu t'es aussi hyper passionné, mais sur la partie communication, sur la partie développement de l'activité. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, si tu veux bien, et puis nous en dire un peu plus sur ce que tu fais pour High Voltage Pinball? Ok, bon, donc moi, c'est Johanna. Je suis la moitié de Stéphane. Donc, on fait un duo en privé et au niveau professionnel. Top. Donc, moi, je suis issue de la communication. Oui. Et donc, quand Stéphane a décidé de lancer l'activité, ça a été clair pour moi. Il fallait que moi, j'assume cette partie communication et image de société. Qui est vraiment super importante aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est vraiment ce qui donne le ton, ce qui te décrit aux yeux du public, aux yeux de tes clients. Et je voulais vraiment transmettre cette image un peu pétillante, un peu folle, professionnelle bien sûr, mais vraiment quelque chose qui puisse nous décrire. Et c'est ce que j'essaie de faire chaque jour sur notre page Facebook, sur Instagram. Avec des chouettes idées autour de la com, quoi. J'aime bien explorer beaucoup de choses, essayer de trouver un moyen un peu marrant de détourner certains thèmes pour nous faire connaître et pour donner des nouvelles de ce qu'on fait, de ce que lui il fait, de mettre en scène ses activités et de créer ce que nous sommes et ce que nous magie, devenons. Quoi. Voilà. De la magie autour. Non, c'est top. Stéphane, il y a encore quelques jours, me parlait de ta passion autour de la communication et du fait que, sans toi, finalement, High Voltage Pinball aurait été beaucoup moins bien connu et que clairement, en fait, ça allait permettre aussi à l'entreprise de prendre une autre dimension et que quelque part, en fait, tu avais en tête
toujours des milliers d'idées en fait pour faire en sorte de faire connaître l'entreprise. Du coup, aujourd'hui, quels sont tes axes en fait? Tu vas plutôt sur Facebook, sur Instagram? Comment tu choisis tes batailles? C'est-à-dire que je pense que je reste encore très old school, hein. Ok. Facebook, c'est vraiment ce que j'exploite le plus, Ouais, puisque c'est l'outil que, personnellement, je connais le mieux. tu connais bien sûr. Voilà, donc je transmets énormément d'informations, je publie énormément sur Facebook. Tout à fait. Non, je prends sur moi et j'essaye d'envisager Instagram. On a déjà un compte, Ouais. mais je trouve que l'approche Instagram est un peu différente de Facebook. Donc, c'est surtout le visuel qui parle avant toute chose. Clairement. Donc, j'essaye de capter des moments Ouais. qui peuvent être visuellement jolis et qui peuvent être attractifs. Tout à fait. Voilà. Donc, ici, j'essaye vraiment de venir ajouter cette touche high voltage Instagram, mais c'est pas toujours évident. Non, C'est non, pas toujours évident, j'imagine. mais ça fonctionne. À fond. Ça commence à fonctionner. Oui, et puis tu as vraiment une belle matière. C'est de jolies machines qui sont bien décorées avec des lumières magnifiques, etc. Donc, à la limite, en fait, ça convient particulièrement à Instagram et au monde du visuel, quoi. C'est ça, on est dans un domaine iconographique très très marqué, donc J'aurais pas dit mieux que toi. on peut tout à fait exploiter des images. On a de la matière, on a toujours énormément de matière. Puis tu as les machines, mais tu as aussi les endroits dans lesquels tu te rends. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on a parfois des clients qui ont des game rooms qui sont juste somptueuses. Donc on en profite, on partage ces moments vécus aussi, qui décrivent notre passion. Arriver dans des lieux comme ça, on rentre un peu dans la vie des gens, on partage des moments spéciaux, des endroits spéciaux. Donc c'est vraiment ce qu'on essaie de partager avant toute chose avec l'ensemble de nos abonnés ou de gens qui nous suivent sur Facebook. Donc c'est ça qu'on essaie vraiment de venir fournir des nouveaux éléments chaque jour et d'intéresser les gens, de leur donner envie de connaître le monde du flip. Tout à fait. Exactement. Bah, justement, tu parlais des personnes et de leur contexte, donc d'avoir des très belles game rooms, des très belles pièces avec des flippers, j'imagine entre autres. Est-ce que les gens acceptent facilement d'ouvrir un petit peu finalement leur monde au fait que vous puissiez partager ça sur les réseaux sociaux, ou bien c'est difficile? Non, non. On est dans un partage total et complet. Terrible. C'est-à-dire que la majorité des gens, bon, il y a aussi des gens qui ont envie de préserver ce cocon familial, leur espace, ce que je comprends tout à fait. Bien sûr. Donc là, je pose la question, est-ce que vous permettez que, s'ils me disent non, écoute, je préfère pas, il n'y a pas de souci, mais on a très très peu de gens qui n'acceptent pas qu'on partage. Maintenant, bon, ça doit rester en toute discrétion. On partage des photos, on partage des moments de vie, on partage des images, mais ça reste tout à fait confidentiel. On ne va pas donner des noms bien sûr. ou des endroits. Mais il y a vraiment, on a vraiment des salles magnifiques en Belgique. Incroyable. Quelle est la salle qui t'a le plus marqué personnellement, par exemple? On a un client, on a un très très bon client, il se reconnaîtra. Oui. C'est un collectionneur. Mais un pur collectionneur. Donc, c'est quelqu'un qui collectionne des figurines. Tout ce qui est pop culture américaine. Tout ce qui est pop culture américaine, oui. Figurines cinéma 1 sur 1, un fan inconditionnel de Ghostbusters. Il faut que je le rencontre. En plus, il est super sympa. De Back to the Future. Donc, tu arrives et en fait, il a un musée. Il a une pièce qu'il appelle le musée où tu as des vitrines avec des objets. Par thème. Tu rentres là-dedans et tu ne sais pas où donner de la tête. Donc, je vais avec Stéphane pour travailler. Je pense que... Je travaille tout seul. Oui. J'avais des gros soucis de concentration. J'étais toujours là. Et ce monsieur, donc, a son musée. Et maintenant, il a sa pièce flipper. Et c'est juste Disneyland. Ah, ça doit être très, très joli et plein de couleurs, etc. Ça... Quelque part, la pop culture, c'est aussi un côté rassurant, un peu Madeleine de Proust, quelque part, pour les gens de notre âge, et sans doute aussi pour la nouvelle génération qui a découvert ça au fur et à mesure. On peut parler de Mandalorian, on fera sans doute un tour tout à l'heure des flippers, mais c'est sûr et certain qu'il y a ce côté en fait rassurant dont les gens ont besoin. Aujourd'hui, les gens ont besoin plus que jamais de référentiels. Tout à fait. Et quelque part, c'est ce que vous offrez, en fait. C'est du référentiel autour des flippers, de Star Wars, etc. et du temps partagé entre êtres humains.
ce qui est quand même de plus en plus rare aujourd'hui, quoi. Mais bon, on est un peu vendeur de rêves et de nostalgie. Hein. Clairement. Et ça, c'est un sentiment qui vient piquer là où il faut et Tout qui à fait. réveille vraiment des souvenirs que tu avais de quand tu étais ado. On a tous joué sur des flips. Bien sûr. Donc, je pense que les gens ont besoin d'être rassurés via des objets comme le flip, comme les bornes. Donc, ça me fait faire des bonds en arrière. Ça réveille notre Quelque côté chose. enfant. Ouais. Ouais, quelque chose de beau chez l'être humain. Des machines à remonter le temps, effectivement, un peu. On parlait de retour vers le futur, ben voilà. Tiens, le reste de la toile le sait déjà, parce que donc je ne dévoile rien, en fait, je pense, de privé. Je l'ai vu moi-même, en fait. Vous avez des clients qui sont des clients connus, entre autres. Il y a le youtubeur Jojol, en fait, qui fait appel à vos services. Est-ce que tu peux en dire un petit mot? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça vous a fait plaisir? Est-ce que c'est quelqu'un de passionné? Totalement, mais quand tu arrives chez lui, mais tu t'es ébahi par ce garçon qui est plus jeune que nous, n'est-ce pas, et qui est animé de cette flamme et qui tout l'intéresse, hyper terre à terre, super sympa. T'as pas l'impression que c'est une célébrité comme certains pourraient croire. Bien sûr. Quelqu'un d'hyper humble et voilà quoi, le milieu dans lequel tu arrives, son studio, c'est juste incroyable. Mais à côté de ça, ça reste un être humain qui partage la même passion que toi. Bien sûr. Donc, bien sûr. Mais je dois t'avouer que quand tu es contacté par un gars comme ça, ou que tu as au téléphone une célébrité qui dit salut, c'est Jojol. Je voudrais savoir comment ça se passe au niveau des modalités, ce que tu as comme thème, ce que tu as comme dispo. Tu te dis quand même, bon, bah, ok, bonjour, Johanna, enchantée, ben voilà, on va se tutoyer, c'est plus simple. Bien sûr. Et ça se passe très bien, ça se passe très bien. Et Clairement. ils arrivent, c'est-à-dire que chez nous, soit les gens voient notre page, notre compte Insta, et ils arrivent directement à nous contacter, soit on a des clients ou des amis qui ont des flippers, ou des partenaires commerciaux qui nous envoient ces personnes. Bien sûr. Donc ici Jojol est arrivé via un ami qui fait aussi du stream, qui est RB Flip France, dont je vous conseille d'aller regarder la chaîne. Terrible. Qui est vraiment super sympa, où ils te donnent vraiment un envie de regarder leur stream, parce que c'est deux potes qui se chamaillent et qui jouent au flip. Donc... À fond. On mettra le petit lien, Roman, si tu le veux bien. Mettre ce petit lien, tu nous donneras le lien de la chaîne, en fait, si tu le veux bien. Donc, il y a beaucoup de monde qui arrive chez nous via RB Flip. Donc, on se retrouve avec des bonnes surprises comme Jojol, entre autres, des bouches à oreille. Et puis, c'est mérité, parce que tout ça, encore une fois, c'est autour de la passion, et vous êtes... Quand j'ai vu la vidéo, Stéphane est resté pareil à lui-même, quoi. C'est exactement le Stéphane que je connais, et donc c'est fort appréciable, et d'autant plus c'est très chouette de voir des gens qui sont issus de cette passion mis en avant au travers d'une vidéo comme celle de Jojol, et d'autant plus qu'on sait très bien que Jojol va être dans de très bonnes mains pour ses flippers, en fait. Donc encore félicitations en tout cas pour ce client et tous les autres. Tu parlais de Facebook et d'Instagram. Est-ce que Facebook aujourd'hui vous amène aussi des personnes qui vous connaissent au travers de Facebook, ou c'est plus votre site internet, en dehors de la partie référencement par des gens qui vous connaissent? Moi, je dirais que Facebook et Instagram nous ramènent plus de clients actuellement, puisque notre site est relativement jeune. Oui. Il faut le temps que ça se mette en place. Voilà, c'est un moins d'un an. C'est-à-dire qu'on a voulu, dans un premier temps, choix tout à fait personnel, passer par les réseaux sociaux pour voir comment la sauce prenait. Clairement. Avant d'envisager un site. Tout à fait. Puisque bon, c'est un peu chronophage aussi. Il faut avoir quelqu'un qui s'occupe, qui s'en occupe, bien sûr, qui fait des mises à jour. Et Stéphane et moi, on a déjà des emplois du temps assez chargés. J'imagine bien. Donc actuellement, les réseaux sociaux font bien leur boulot. Maintenant, on commence à avoir de la matière aussi pour le site internet. Donc on espère que le site va nous permettre aussi d'avoir plus de visibilité sur la toile. Bien entendu, bah oui, comme tu le dis, c'est chronophage dans le sens où, quelque part, il faudrait pouvoir y consacrer minimum une demi-heure, 1 heure tous les jours, quoi. Et même chose pour les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui doit être fait continuellement, effectivement. Et au niveau du site internet, ce qui fonctionne bien aussi, c'est le fait d'avoir un blog sur le côté où tu peux écrire des articles. Et à chaque fois qu'il y a un flipper qui arrive, ou éventuellement que Stéphane veut partager un truc et astuce,
le fait d'avoir des articles en fait vont vraiment pousser le référencement. Donc ça peut aider pas mal, pourquoi pas. Hein. Une prochaine étape, encore plus chronophage. J'aurais plus de vie. Voilà, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Qu'est-ce que tu fais entre 3 heures du matin et 6 heures, quoi? C'est un peu là. Ah, bah, écoute, c'est-à-dire que je me mets en autocharge. Voilà. Bouton on-off. Avec une note qui clignote comme ça. C'est ça. Mais bon, là, les batteries sont un peu déchargées. On ne le voit pas du tout. En tout cas, merci pour tous ces partages. Vraiment, félicitations à tous les deux hein, pour cette passion partagée, ce fonctionnement très complémentaire, hein, parce que on voit que vous avez chacun vos spécificités et que tout ça travaille autour de la passion, de la complémentarité. C'est pas toujours évident de pouvoir fonctionner comme ça en couple aussi. Donc encore un plus grand bravo finalement. Et puis on voit effectivement que cette complémentarité amène en fait High Voltage Pinball à être aujourd'hui le partenaire des gens qui veulent du flip sur la Belgique. Ça c'est très clair, et même peut-être ça c'est moi qui le dis, donc je peux prendre le risque de le dire en fait, mais même peut-être sur le nord de la France ou autre en fait, ou même plus loin en fait pour tous les gens qui sont passionnés, parce qu'effectivement vous êtes un partenaire indispensable. Aujourd'hui je ne me verrai pas, ou je ne verrai pas Underside acheter ces flippers ailleurs. Parce qu'il y a la passion, parce qu'il y a la technicité, parce qu'il y a cette maturité derrière le produit. Donc c'est vraiment cool. Encore bravo à tous les deux et merci beaucoup. Merci avec plaisir. Merci beaucoup pour ces échanges. Je vous propose maintenant de faire juste un tout petit tour de ce qu'on voit autour de nous aujourd'hui et de parler un peu de flipper hein, finalement, parce qu'on a parlé d'entrepreneuriat, de communication sur les réseaux sociaux, de la passion. Mais si on allait voir un peu ces flippers ensemble, qu'est-ce que vous en pensez? Ça marche. Cool. Merci. Stéphane, encore un énorme merci en tout cas d'accueillir Underside dans tes locaux, dans ton showroom. Et là, on voit plein de belles machines, plein de jolies lumières, c'est magnifique. C'est Noël. Vraiment magnifique. Ouais, c'est Noël avant l'heure, parce que là, du coup, on est en janvier, donc c'est vraiment bien avant l'heure. Est-ce qu'il y a des flippers que tu voudrais mettre en évidence, en fait, des nouveaux flippers, des flippers qui pourraient être sympas pour une entreprise, etc. Alors, je pense que tous les flippers sont sympas. De base, si on aime jouer aux flippers, tous les flippers sont sympas. Après, c'est toujours très personnel, le thème. Moi, je vais peut-être aimer un thème Star Wars que toi, tu n'aimeras pas. Ce n'est pas le cas. Non. Mais voilà, mais c'est à titre d'exemple. Bien sûr. Je pourrais très bien aimer un thème que d'autres personnes n'aimeraient pas. Donc, pour moi, il n'y a pas de mauvais flipper. Chacun trouve midi à sa porte. Donc, ça dépend vraiment de l'utilisation qu'on va en faire. Si on est dans une entreprise où on a besoin de cohésion d'équipe, ben on a des modèles qui sont plutôt intéressants. Malheureusement, j'ai pas ici, enfin j'ai le Mandalorian, oui. Avec lequel on sait faire du jeu coopératif. Tu pourrais nous en parler un peu justement? Voilà. Ici, si on a soit du jeu standard, soit du jeu coopératif à 4 joueurs, des niveaux de difficulté différents, mais également du team play 2 contre 2, 3 contre 1, si tout le monde veut essayer de battre le boss. 2 contre 1. Ils auront très facile chez Underside. Oui, mais voilà. Mais du coup, ça permet aux équipes de jouer ensemble vraiment, en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer les uns contre les autres, on va jouer les uns avec les autres. Bien sûr. Donc ça force la cohésion d'équipe. Ça force le challenge aussi. Clairement. Et ça améliore la progression dans le jeu. Bien sûr. Qui dit partenaire dit progression partagée. Clairement. Donc c'est très très sympa. Très chouette. Moi je trouve que c'est vraiment un élément de jeu qui est très intéressant. Alors avec ces options de jeu, on a donc le Mandalorian. À l'heure actuelle, on a que Mandalorian et Tortue Ninja. Ok. Stern essaye toujours et de plus en plus de créer des modes de jeu ou des situations avec la bille qui vont être en corrélation la plus parfaite avec le scénario. Évidemment, on aimerait avoir ce mode de jeu sur tous les flippers, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas systématique. Les uns contre les autres pour avoir le plus gros score, c'est pas mal non plus, quoi. Ça, oui. Et donc, celui-ci, tu me disais, existe aussi en plusieurs versions? C'est ça. Donc, c'est-à-dire que tous les flippers qui sortent chez Stern sortent en 3 versions différentes. Ouais. C'est ce qu'on appelle le programme Cornerstone. Donc, c'est vraiment ce qui crée les fondements de cette société. Ce qui crée son budget pour pouvoir construire des machines et faire du bénéfice. Ce sont les cornerstones, donc qui sont déclinés en 3 versions à chaque modèle. On a une version d'entrée de gamme qu'on appelle le Pro, une version de milieu de gamme qu'on appelle le Premium,
et un haut de gamme qu'on appelle l'édition limitée, Limited Edition. En termes de budget, on se situe pour un achat... Ça, c'est un pro, ça, en fait? Ça, c'est un pro. Ce sont des jeux qui sont déjà très, très complets, très agréables à jouer. Qui dit plus de mécanismes, puisque sur les Premium Edition Limitée, on aura des mécanismes supplémentaires et des décorations qui seront spécifiques aux versions. Mais bon, qui dit plus de mécanismes, dit potentiellement plus de pannes. Bien sûr. D'accord, donc je pense que pour une utilisation dans une entreprise, on va appeler ça semi-intensif. Puisque bon, c'est pas comme dans un bistrot où la machine est susceptible d'être jouée plusieurs heures par jour. Dans une entreprise, ça va être un peu différent, donc on va pas être semi-intensif. Le Pro est très bien. Ce sera une très très bonne machine qui sera fiable dans tout modèle confondu. Tout à fait. Le Pro, les Pros sont vraiment très très peu de panne. Du coup, tu parlais de location tout à l'heure. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Est-ce que c'est de la pure location? Est-ce qu'il y a un service qui est inclus dedans? Combien ça coûte? La location inclut la livraison à 30 km autour de Charleroi. Ok. On peut louer plus loin. On reste en Belgique. On ne loue pas à l'étranger. Non. Pour des raisons de facilité, purement et simplement pour un petit peu de frontalier si nécessaire. Bien sûr. On essaie de ne pas trop s'étendre. Donc est inclus la livraison donc, dans les 30 km. Le dépannage en cas de problème. Évidemment, on essaie toujours de régler le problème à distance. Si ce n'est pas possible, on se déplace, on répare. Et si, pour une raison ou une autre, l'appareil doit se retrouver inutilisable pendant une période de, admettons, 3 jours, eh bien, ces 3 jours sont reportés en fin de location. Donc, si ta location se termine le 15, mais que tu as eu 3 jours de chômage, on va repousser la location jusqu'au 18 pour que tu puisses profiter de ta machine. Top. C'est hyper fair play, en fait. Mais, voilà, je pense que c'est le plus juste parce que, d'une part, le client n'est pas lésé. Et moi, ça me permet d'avoir un petit peu de temps pour me retourner aussi, pour pouvoir dépanner l'appareil. Clairement. Voilà, on a les locations, les livraisons, etc. Bien Donc, sûr. C'est pas toujours évident de dépanner dans les 24 heures. Donc voilà. Alors en termes de tarifs pour les locations, eh bien on va se situer. Ça va dépendre de la période en fait. Pas de la période de l'année, mais de la durée de la location. Oui. Durée de la location, si on part sur 1 mois, 3 mois ou 6 mois, ça va être différent. On parlait hors TVA. Bien sûr. Tarif mensuel de 235 € hors TVA pour une location d'1 mois. Pour une location de 3 mois, on va être à 215 € et à 205 € pour une durée de 6 mois ou 12 mois. Okay. Pour les clients qui louent sur du long terme, par exemple, j'ai des clients qui sont assez loin, dans les Ardennes belges ou le Luxembourg. Oui. Là, c'est quand même assez éloigné. Donc, on veut bien louer, mais sur des longues durées. Ça évite de devoir facturer des frais de déplacement. Logique. On essaie de grouper, comme ça, on essaie d'aller au moins cher pour tout le monde. Donc, à ce moment-là, les clients qui louent sur du très long terme, eh bien, on essaie de faire des changements tous les 4 à 5 mois. Plus ou moins avec le rythme des sorties. Et au fur et à mesure qu'on a la possibilité de faire du turnover, on le fait. Très accessible pour une entreprise qui veut apporter un petit peu de confort et un peu de loisir, un peu de légèreté à ses collaborateurs. Et puis ça fédère du monde. On se retrouve autour du flipper, on rigole, on taquine les copains, on bouscule un petit peu histoire qu'il ait un warning parce que nous on est derrière. Donc voilà. Celui-ci en fait a une particularité, c'est Godzilla. Oui, c'est notre dernier modèle sorti. Il est tout neuf. On a fait le stream, on a fait la présentation sur cette machine et Stern nous apporte un nouveau système sur cette version qui va être généralisé. Depuis cette année, donc tout ce qui est produit à partir de cette année va être équipé du lecteur de QR code pour participer au programme Stern Insider. C'est bien, moi je suis geek en fait, donc quand je vois un endroit comme ça en fait où on me dit utiliser un QR code, il faut que je sache ce que c'est. D'accord. Bon, alors dans un premier temps, il faut scanner le QR code qui est juste en dessous ou qui se situe juste ici, qui nous emmène directement sur la page du Stern Insider pour pouvoir créer son compte. Oui. Donc on crée un compte, on le confirme de façon tout à fait traditionnelle par email, etc. Et une fois que le compte est confirmé, toutes les machines qui sont équipées de ce système, quand tu vas sur ton compte Insider, tu as un QR code. Donc, tu scannes ton QR code,
La machine est en Wi-Fi, est connectée au réseau. Mais le gros avantage, c'est que ça va te permettre de garder enregistré dans ton profil toutes les parties que tu vas faire. Enfin, pas toutes les parties, mais tes meilleurs scores. Quand on va sur son profil Insider, on peut voir les différents achèvements des différentes machines. Et bon, ben voilà, on essaye de les faire. Et puis, ben, on a créé un petit groupe Facebook qui s'appelle Sterling Insider francophone pour que les gens puissent justement partager leur pseudo et retrouver des copains. C'est terrible. Donc, le but est de t'inscrire sur le groupe, tu fais un petit screen de ton pseudo, tu fais une petite publication avec ton pseudo. Et le copain qui veut te retrouver, bien dans la recherche du groupe, il tape tout simplement ton nom d'utilisateur Facebook, il va retrouver tes publications et en l'occurrence. Est-ce que tu penses qu'on pourrait à un moment donné organiser aussi des compétitions inter-entreprises? Ce serait quelque chose qui serait faisable à terme? Oui, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire au développement de tournois privés à distance avec ce système. Le système est vraiment assez balbutiement. Pour l'instant, on est sur quelque chose de basique. Il n'y a pas d'application dédiée. On est sur une page web. Moi, je dirais que par habitude, ben, j'ai fait un screenshot de ton QR code pour ne pas être obligé d'à chaque fois aller dans l'app, machin. Donc, c'est plutôt pratique. Tu dis effectivement, c'est les balbutiements, mais tout est déjà dedans. Il est connecté au net, etc. Donc, il suffirait d'avoir les mises à jour pour qu'à un moment donné, ce soit tout à fait possible. Tout modèle confondu produit à partir de 2022 seront fournis avec ce lecteur de QR code. Les kits seront uniquement pour des machines antérieures à la production 2022. Trop terrible. Juste pour montrer à nos amis qui sont peut-être un petit peu plus techniques ou plus geeks, en fait, est-ce que tu penses que tu pourras en sélectionner un et nous montrer ce qui se passe à l'intérieur, en fait, au niveau de l'électronique? Mais effectivement, oui, c'est beaucoup plus vite que les anciens flippers, en tout cas. Ah, complètement. Oui, donc c'est tout petit là à l'intérieur en fait. C'est tout petit, mais bon, ici on n'a que la partie, on va dire, cerveau. Donc on n'a que la CPU qui se trouve dans le fronton avec l'alimentation, enfin 2 petites alimentations et un bloc pour distribuer les courants où on en a besoin. Écran et enceinte dans le fronton. C'est fou la miniaturisation par rapport aux anciens. Et toute la partie driver est en dessous. En fait, c'est-à-dire qu'à l'époque, ils mettaient toutes les cartes électroniques dans le fronton et que tous les câbles partaient sous le plateau. Parce qu'on n'avait pas la technologie d'adressage. À l'heure actuelle, ceux qui commandent les cartes driver qui sont sous le plateau, qu'on va montrer juste après, c'est jamais que 2 câbles réseau. Donc c'est de l'adressage réseau. Ce qui permet d'avoir beaucoup moins de câbles. Tu as vu, là, on a, je dirais, une botte de câbles qui est comme ça au total. Tout à fait. À l'époque, on avait 2 bottes de câbles qui étaient comme ça, 2. Donc, c'est une façon d'éviter de perdre de l'argent sur du matériel au niveau de la construction. Clairement. Alors, tu disais tout à l'heure qu'un possesseur de flipper devait être capable de faire ça. Voilà. De retirer la vitre. Oui. C'est vraiment dingue. Et là, ça, c'est vraiment la partie magique. Incroyable. Incroyable. Et donc, voilà. Donc, tous les câbles qui viennent du fronton sont ici. On a juste ceci qui vient du fronton. C'est ridicule. C'est ridicule en termes de quantité de câbles. Et tout ça est piloté par donc, cette carte-ci et cette carte-là, qu'on appelle les node boards. Ce sont les cartes qui pilotent tout ce qui est sous le plateau, en fait, que ce soit éclairage, bobine, lampe flash, tous les effets imaginables sont gérés par ces 2 cartes-là. Le montage est toujours fait entièrement à la main. Les câblages sont composés fil par fil à la main. Donc, trop terrible. Voilà, c'est génial. C'est vraiment très intéressant. Stéphane, un énorme merci en fait. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui dans ton paradis et machines, réellement. Ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise pourrait faire appel à toi, indépendant également, médecin, avocat, peu importe en fait quelle entreprise pourrait faire appel à toi, à vos services de High Voltage Pinball. Et effectivement, finalement pour un prix qui est largement en dessous de 300 € par mois hors TVA, qui en plus est déductible, pouvoir avoir ce genre de machine, pouvoir vraiment créer une émulsion entre les différentes personnes,
pouvoir échanger vraiment, faire en sorte que les collaborateurs puissent à nouveau vivre ensemble et partager des choses. Un énorme merci pour ce que tu fais finalement, en fait, vraiment. Avec plaisir. Clairement, je vous demande de pouvoir commenter, d'échanger cette vidéo. N'hésitez pas à faire appel à Stéphane. On va laisser les liens dans le bas de cette vidéo. Et puis je vous dis à tous, à bientôt. Ciao.